J'ai couru vers le bloc opératoire, prise de panique en apprenant que mon mari était dans un état critique. Soudain, une infirmière m'a attrapée. « Cachez-vous et faites-moi confiance », a-t-elle murmuré. Je lui ai obéi et me suis cachée dans une pièce adjacente. 10 minutes plus tard, la porte s'est ouverte et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il se trouve que cette nuit-là, il pleuvait comme si le ciel voulait déverser toute sa tristesse. L'horloge murale de l'appartement de Carmen venait de sonner minuit. Carmen, vêtue d'un long pyjama d'intérieur, ne tenait pas en place. Elle arpentait le salon, vérifiant encore et encore le téléphone portable silencieux qui reposait sur la table. Son mari, Javier, n'était pas encore rentré. Ce n'était pas la première fois. Bien sûr, le grand projet de construction que Javier dirigeait l'obligeait souvent à travailler tard, mais cette nuit était différente. Une étrange inquiétude s'était installée dans sa poitrine, froide et pénétrante comme l'air nocturne. Cet après-midi-là, ils avaient eu une petite dispute. Rien de grave, juste une question d'argent. Carmen avait demandé à Javier de réduire un peu ses dépenses les plus extravagantes, mais il avait réagi avec irritation. Il avait dit qu'elle ne comprenait pas la pression de son travail. Normalement, une nuit comme celle-ci, Javier aurait envoyé un message. Je suis encore sur le chantier, où il y a des embouteillages. Ne m'attends pas éveillé. Mais cette nuit-là, son téléphone restait silencieux. Carmen l'avait appelé 3 fois. La première fois, ça a sonné, mais il n'a pas répondu. La deuxième et la troisième fois, elle est tombée directement sur la messagerie vocale. Il n'a plus de batterie, a tenté de se rassurer Carmen, mais le mauvais pressentiment ne disparaissait pas. La pluie redoublait à l'extérieur. Son bruit était comme le roulement incessant d'un tambour de guerre. Carmen s'est approchée de la fenêtre et a tiré les rideaux. La rue en bas était mouillée et brillante, vide. Elle s'est serrée dans ses bras, sentant un frisson. Elle a pensé à sa belle-mère, qui s'inquiétait toujours à l'excès chaque fois que Javier arrivait en retard. Heureusement, elle ne vivait pas avec eux, sinon l'atmosphère aurait été bien plus tendue. À 00h30 précisément, la sonnerie stridente du téléphone fixe a rompu le silence. Dans le calme de minuit, le son fut si fort que Carmen sursauta. Son cœur se mit immédiatement à battre la chamade. Le téléphone de la maison ne sonnait presque jamais. D'une main tremblante, elle a décroché le combiné. « Allô ?» Sa voix semblait étouffée. « Est-ce que je parle à Madame Carmen, l'épouse de Monsieur Javier ?» dit une voix à l'autre bout du fil, monotone, professionnelle et terriblement froide. « Oui, c'est moi. »« Est-il arrivé quelque chose à mon mari ?» demanda Carmen en serrant le combiné. « Madame, s'il vous plaît, gardez votre calme. Votre mari, Monsieur Javier, a eu un grave accident de la route sur l'autoroute A1. Une ambulance vient de l'amener à l'hôpital central de Madrid. Son état est critique. On l'emmène au bloc opératoire d'urgence en ce moment même. » Le monde de Carmen parut s'arrêter. Le combiné semblait glissant dans sa main. Critique. Chirurgie. Ces mots s'échappèrent comme un murmure. Oui, madame. Le directeur de notre hôpital, le docteur Ricardo Moral, va diriger l'opération. Il serait préférable que vous veniez à l'hôpital immédiatement. La voix continuait, mais Carmen l'entendait à peine. Docteur Ricardo Moral. Carmen connaissait ce nom. Le docteur Moral était le médecin de famille en qui Javier avait confiance. Javier le respectait énormément. Cela lui apporta un léger réconfort, mais le mot « critique » continuait de résonner dans sa tête. « Oui, j'arrive tout de suite. » Carmen a raccroché sans attendre de réponse. Pendant quelques secondes, elle est restée là, paralysée. Ses jambes se dérobaient. Non, ce n'est pas possible. C'est un cauchemar. Son mari, Javier, l'homme fort qui avait toujours semblé invincible, maintenant dans un état critique. Son cerveau ordonnait à son corps de bouger, mais celui-ci refusait. Puis, une décharge d'adrénaline l'a parcourue. Elle a attrapé une longue veste accrochée près de la porte. Elle ne se souciait pas de son apparence. Elle n'a même pas changé son pyjama. Les clés de la voiture, le portefeuille. C'était tout ce à quoi elle pouvait penser.
Elle est sortie en courant de l'appartement et a pris l'ascenseur, se sentant complètement vide. La pluie a frappé ses joues froides dès qu'elle est sortie du porche. Carmen a couru vers sa voiture sur le parking. Ses mains tremblaient si fort qu'elle a eu du mal à insérer la clé dans la serrure. À la 3e tentative, la porte s'est finalement ouverte. Elle a démarré le moteur et a appuyé sur l'accélérateur sans attendre qu'il chauffe. Le trajet jusqu'à l'hôpital central de Madrid durait normalement 30 minutes, mais cette nuit-là, sous la pluie torrentielle et aveuglée par la panique, le chemin lui parut une éternité. Elle conduisait comme une folle. Les larmes se mélangeaient à l'eau sur le pare-brise, brouillant sa vue. Les essuie-glaces travaillaient frénétiquement, mais pas assez vite pour dégager le torrent d'eau et de larmes. Ses pensées sautaient d'un sujet à l'autre. L'image de Javier riant au dîner de la semaine dernière. L'image de Javier en colère lors de leur dispute de cet après-midi. La culpabilité la poignarda. Pourquoi s'était-elle fâchée pour de l'argent? Et si c'était leur dernière conversation? Mon Dieu, sauvez-le. S'il vous plaît, sauvez mon mari, répétait Carmen encore et encore dans une prière. Ses lèvres tremblaient. Elle ne se souciait plus de griller les feux rouges ou de dépasser dangereusement les autres voitures. La seule chose qu'elle voulait, c'était arriver. Arriver et voir Javier, et confirmer que le mot « critique » avait été une erreur. Finalement, l'imposant bâtiment blanc de l'hôpital central de Madrid apparut devant ses yeux. Elle a garé la voiture n'importe comment dans la zone des urgences, ignorant les cris d'un agent de sécurité. Elle est entrée en courant dans le hall des urgences, à bout de souffle, ses vêtements trempés de pluie et de larmes. « Mon mari, Javier, un accident de la route », a-t-elle crié à l'infirmière du bureau d'information. L'infirmière a consulté son ordinateur. « Javier, oui, ils l'ont monté au 4e étage, dans la zone chirurgicale. Prenez cet ascenseur et tournez à gauche. Bloc opératoire numéro 3. Merci. » Carmen n'a pas perdu une seconde, elle a appuyé sur le bouton de l'ascenseur avec impatience. L'attente lui parut interminable. Elle a décidé de courir par les escaliers de secours. Elle a monté les 4 étages sans s'arrêter, le cœur sur le point d'exploser. Elle est arrivée au 4e étage. Le couloir était silencieux, stérilisé, et sentait cette odeur pénétrante de désinfectant qu'elle avait toujours détestée dans les hôpitaux. Le couloir était long et sombre, éclairé seulement par des néons blancs. En tournant à gauche, elle l'a vu au bout du couloir. Une double porte en acier. Au-dessus, une lumière rouge brillait intensément à côté de mots qui lui ont glacé le sang. Bloc opératoire 3. En cours d'opération. Javier était là-dedans, luttant entre la vie et la mort. Carmen s'est remise à courir, les larmes coulant à nouveau. Elle devait entrer, elle devait le voir. Elle a tendu la main, tremblant violemment, prête à pousser cette froide porte d'acier. La main de Carmen n'était qu'à quelques centimètres de la froide surface en acier. Elle pouvait sentir le froid de la climatisation qui émanait de l'autre côté. Elle prit une profonde inspiration, se préparant à faire irruption. Elle était prête à affronter n'importe quoi pour être aux côtés de Javier. Juste au moment où le bout de ses doigts effleura le métal, une main ferme la saisit par le bras. « Ne faites pas ça. » Carmen a poussé un petit cri et s'est retournée, surprise. Une jeune infirmière la regardait avec des yeux effrayés. L'infirmière portait un uniforme chirurgical bleu impeccable. Son masque chirurgical pendait à son cou. Son visage était pâle, mais ses yeux brûlaient d'une urgence terrifiante. Son badge d'identification indiquait « Clara, infirmière ». « Vous êtes la femme de Javier, n'est-ce pas ?» a chuchoté l'infirmière rapidement, d'une voix basse et désespérée. Carmen a hoché la tête, prise de panique, essayant de se libérer de l'emprise de l'infirmière. « Oui, mon mari est là-dedans. Je dois entrer. Lâchez-moi. » « Non. » L'infirmière Clara la serra plus fort, l'éloignant de la porte du bloc opératoire. « Vous ne pouvez pas entrer. Ils ne doivent pas savoir que vous êtes ici. C'est très important. » Carmen a froncé les sourcils. Pendant un instant, la confusion a surpassé la panique. « Que voulez-vous dire? Qui sont-ils? Mon mari est dans un état critique. Écoutez-moi, madame.
Les yeux de Clara se sont plantés dans ceux de Carmen, suppliant. Je sais que ça va paraître fou, mais ce n'est pas une opération de sauvetage, c'est un piège. Ce mot a pétrifié Carmen. Un piège. Qu'est-ce que ça signifie? Le docteur Moral est là-dedans. C'est précisément le problème, a sifflé Clara. Il n'y a pas de temps pour les explications. Vous devez vous cacher, tout de suite. Clara a tiré Carmen, qui était encore abasourdie. Elle a montré une porte en bois sombre de l'autre côté du couloir, légèrement dissimulée derrière un distributeur automatique. La porte n'avait aucune inscription. Elle ressemblait à un débarras ou à un local de service. Entrez là. C'est un vestiaire du personnel à peine utilisé la nuit. Verrouillez la porte de l'intérieur. Quoi que vous entendiez, ne faites aucun bruit, ne sortez pas avant que je vienne vous chercher. Quoi qu'il arrive, ne sortez pas, l'esprit de Carmen tournait en rond. Rien de tout cela n'avait de sens. Une infirmière lui disait de se cacher de la chirurgie de son mari, qualifiant cela de piège. Mais la terreur pure dans les yeux de Clara était trop réelle. Ce n'était pas une comédie. Quelque chose n'allait vraiment pas dans cet hôpital, derrière cette porte de bloc opératoire. Pourquoi devrais-je vous faire confiance, a murmuré Carmen, la voix tremblant entre la peur et la colère. Parce que je suis la seule à avoir vu le vrai dossier médical de votre mari avant que le docteur Moral ne le modifie, a dit Clara rapidement. Il n'est pas en état critique à cause de l'accident. Vite, il pourrait sortir à tout moment. Cette dernière phrase a fonctionné. Clara a pratiquement poussé Carmen de l'autre côté du couloir. L'esprit en plein chaos, Carmen l'a suivi. Elle a ouvert la porte du vestiaire. Il faisait sombre et sentait le renfermer, le vieux café et la sueur. Clara l'a poussé à l'intérieur. Verrouillez et faites-moi confiance, a-t-elle chuchoté une dernière fois avant de refermer silencieusement la porte de l'extérieur. Carmen a entendu le léger clic de la porte se fermant. Elle était seule dans l'obscurité la plus totale. Elle a cherché à tâtons le verrou de la poignée et l'a tourné. Son cœur battait si fort que sa poitrine lui faisait mal. Elle manquait d'air. Elle s'est appuyée contre la porte, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Cachez-vous, piège, faux dossier. Docteur Moral. Carmen s'est laissée glisser jusqu'au sol froid. La pièce n'était éclairée que par une fine fente de lumière qui filtrait sous la porte. Elle pouvait distinguer les silhouettes de rangées de casiers métalliques autour d'elle. Elle a serré ses genoux, essayant d'arrêter les violents tremblements qui secouaient son corps. Que se passait-il? Cette infirmière Clara était-elle folle ou venait-elle de lui sauver la vie? Ses pensées sont revenues à Ravière. S'il n'était pas en état critique, où était-il? Que faisait-il là-dedans? Dans ce bloc opératoire. Carmen a rampé silencieusement vers la porte et a collé son oreille au bois. Silence. Le couloir extérieur était désert. Elle n'entendait rien d'autre que le battement assourdissant de son propre cœur. Elle a regardé par le trou de la serrure, mais ne pouvait voir que le mur du couloir d'en face. Elle a regardé l'heure sur son portable, 1h du matin. Le temps semblait s'étirer. Chaque seconde était comme 1 heure. Elle était seule dans le noir, écoutant un silence terrifiant. Son esprit s'est rempli des pires scénarios possibles. Et si l'infirmière Clara l'avait enfermée ici? Et si Ravière avait vraiment besoin d'elle? Elle devait faire confiance à son instinct. Et son instinct lui disait que les yeux de Clara étaient sincères. Elle a attendu 1 minute. 2 minutes, tendant l'oreille, captant chaque léger son. Des pas lointains au bout du couloir, le bourdonnement d'une machine à glace, mais rien du bloc opératoire 3. 5 minutes. Elle commençait à se sentir étouffée. La pièce était oppressante. Elle voulait crier. Elle voulait sortir en courant et défoncer cette porte de bloc opératoire. 7 minutes. Elle a prié dans sa tête. Plus seulement pour Ravière, mais aussi pour elle-même. Elle se sentait comme un rat dans un piège. 10 minutes. Les 10 minutes les plus longues de sa vie. Soudain, elle a entendu un clic net de l'autre côté, pas à sa porte, mais dans le couloir. Carmen a retenu sa respiration, a collé son œil au trou de la serrure, mais l'angle n'était pas le bon. Elle s'est déplacée,
cherchant une fente dans les charnières de la porte. À travers l'espace étroit entre la porte et le cadre, elle a pu voir que la lumière rouge au-dessus du bloc opératoire 3 s'était éteinte. L'opération était terminée. Alors, Carmen a entendu un léger sifflement. Les portes en acier du bloc opératoire s'ouvraient. Les portes en acier du bloc opératoire s'ouvrirent avec un sifflement silencieux. Dans le calme du couloir stérilisé, le son fut comme celui d'un glacier se fissurant. Carmen retint son souffle, tout son corps tendu derrière la porte du sombre vestiaire. Elle gardait les yeux fixés sur la fente étroite entre la porte et le cadre, sa seule fenêtre sur un monde qui venait de basculer. La première silhouette à sortir fut celle du docteur Moral. Il portait toujours son uniforme chirurgical bleu, mais il avait déjà baissé son masque jusqu'à son cou. Il n'avait pas l'air d'un médecin qui venait de se battre pour la vie d'un patient critique. Il ne semblait ni fatigué, ni stressé, ni triste. Il semblait détendu, ses mouvements méthodiques. Il retirait une paire de gants en caoutchouc tachés de ce que Carmen savait maintenant être du faux sang. Elle sentit la première vague de nausée. Puis, une deuxième silhouette apparut. Carmen s'attendait à une civière, à un corps sans défense couvert d'une couverture. Elle s'attendait au bip d'un moniteur cardiaque. Ce qu'elle vit lui glaça le sang dans les veines. C'était Javier, son mari. Javier n'était pas couché. On ne le poussait pas sur un brancard. Javier marchait. Il est sorti du bloc opératoire sur ses deux jambes. Il portait lui aussi un uniforme chirurgical bleu, comme s'il faisait partie de l'équipe et non du patient. Il s'étira, tournant son cou d'un côté à l'autre comme s'il avait été assis trop longtemps. Il était en bonne santé, fort et complètement indemne. Carmen se couvrit la bouche avec ses deux mains. Un gémissement de désespoir faillit s'échapper de sa gorge. C'était impossible. C'était une hallucination. Ce devait être l'effet du choc et de la panique. Et puis une troisième personne est sortie, une femme. Elle était grande, mince, avec une longue chevelure blonde et sous sa blouse de médecin, elle portait une élégante robe de soirée. Carmen la reconnut instantanément. Maria, l'assistante personnelle de Javier, celle qui la regardait toujours avec dédain lors des événements de l'entreprise. Javier avait toujours dit à Carmen que sa jalousie était infondée. Il s'avérait que Carmen n'était pas aveugle, elle avait simplement été naïve. Le plan a fonctionné à la perfection. La voix de Javier résonna clairement dans le couloir silencieux. Elle était profonde et calme, sans la moindre trace de douleur. Carmen sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Le docteur Moral eut un petit rire en jetant les gants dans un conteneur de déchets biologiques. Bien sûr que ça a fonctionné. Le personnel des urgences est de mon côté. Le faux rapport d'accident est dans le système. La fausse ambulance a fait son travail. Officiellement, en ce moment même, Monsieur Javier a subi une grave hémorragie interne. J'ai hâte de voir la tête de Carmen, dit Maria d'une voix qui ressemblait au sifflement d'un serpent. Elle tendit une bouteille d'eau à Javier. Elle est sûrement en route. En pleurs, prise de panique. Pauvre idiote. Javier a ri. Il a ri. Ce rire qui avait autrefois toujours rassuré Carmen, sonnait maintenant comme celui d'un démon. Elle sera complètement anéantie. Elle est si stupide. Carmen se mordit la paume de la main. La douleur physique n'était rien comparée à celle de son cœur. Non seulement il l'avait trahie, mais il se moquait d'elle. Il l'avait transformée en la risée de leur plan macabre. L'important, c'est que quand elle arrivera, intervint le docteur Moral, son ton redevenant sérieux, nous devrons jouer nos rôles. Javier, tu dois aller en salle de réveil. Vite, allonge-toi. Nous te mettrons la perfusion et les moniteurs. Tu dois avoir l'air faible mais stable. Post-opératoire. Je sais, dit Javier en levant les yeux au ciel. Je suis faible, mais grâce à ce grand docteur, j'ai survécu. Je retrouverai Carmen dans la salle d'attente, continua le docteur Moral. Je lui donnerai les bonnes et les mauvaises nouvelles. L'opération a été un succès. L'hémorragie est arrêtée. Mais... Il fit une pause dramatique. Mais, demanda Maria, les yeux brillants d'anticipation. Mais,
dit le docteur Moral, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres, je lui dirai que pendant la chirurgie, nous avons trouvé autre chose. Un caillot de sang très dangereux près du foie. Je lui dirai que j'ai besoin de sa signature pour une seconde intervention demain matin. Une procédure de nettoyage interne très urgente et à haut risque. Bien sûr, ajouta Ravière avec un sourire malicieux. Exactement, acquiesça le docteur Moral. Une procédure avec un risque très élevé de complications avec l'anesthésie. Si quelque chose lui arrivait sur la table d'opération, ce serait dommage, mais nous aurions fait tout notre possible. Carmen comprit enfin. Tout s'emboîtait. La cible n'était pas Ravière. L'accident n'était pas réel. Tout était une mise en scène pour elle. Son esprit remonta à 3 semaines. Ravière était rentré à la maison avec une pile de papiers pour une nouvelle police d'assurance vie de plusieurs millions d'euros. Carmen lui avait demandé pourquoi ils en avaient besoin d'une nouvelle. Il avait dit que c'était pour assurer leur retraite, leur avenir. Carmen se souvint avoir plaisanté. Pourquoi suis-je l'assurer? Ce devrait être toi, avec ton travail si dangereux sur les chantiers. Ravière avait simplement ri et dit, ça fait partie d'un plan d'investissement, chérie, contente-toi de signer. Et Carmen, confiante comme toujours, avait signé. Elle venait de signer son propre arrêt de mort. Et la dispute de cet après-midi n'avait pas porté sur les dépenses. Carmen s'était plainte que la prime de la nouvelle assurance était trop chère. Elle avait demandé à Ravière de l'annuler. Pas étonnant qu'il se soit autant fâché. Carmen, sans le savoir, était en train de ruiner son plan d'assassinat. Et quand elle ne se réveillera pas de la table d'opération, la voix de Ravière la tira de ses horribles pensées, l'indemnité d'assurance s'élève à des millions d'euros. Nous pourrons quitter ce pays et commencer une nouvelle vie en Suisse. Maria a ri et s'est accrochée au bras de Ravière. J'ai déjà réservé les billets pour Zurich. Les 3, son mari, sa maîtresse et son médecin de famille. Les 3 avaient planifié son assassinat avec tant de détails, à l'endroit qui devrait être le plus sûr du monde. Un hôpital. Le sang de Carmen n'était plus glacé. Il se mit à bouillir. La peur qui l'avait paralysé se transformait lentement en autre chose, quelque chose de froid, de dur et de tranchant. La fureur. Elle les vit tous les 3 s'éloigner tranquillement dans le couloir, s'éloignant du bloc opératoire. Ils ont probablement tourné au coin pour prendre l'ascenseur vers la salle de réveil. Le bruit de leurs pas s'estompa. Le couloir redevint silencieux. Carmen s'appuya contre la porte, son corps tremblant violemment, mais ce n'était plus de peur. Elle tremblait de pure rage. Elle était piégée seule dans un vestiaire sombre et étouffant, tandis que ses assassins étaient au même étage, attendant qu'elle tombe dans leur piège. Elle devait sortir de là. Mais comment? Soudain, elle entendit un bruit à sa porte, pas dans le couloir. Un léger clic. Quelqu'un insérait une clé de l'extérieur. Carmen se figea. Son cœur s'arrêta. Ils savent que je suis là? Maria, Ravière, le docteur Moral, ils ont réalisé que quelqu'un écoutait. Ils sont revenus pour moi. La poignée de la porte tourna lentement. La porte s'ouvrit avec un léger grincement. Un faisceau de lumière du couloir traversa l'obscurité, aveuglant Carmen. Une petite silhouette en uniforme bleu entra rapidement. Madame Carmen, murmura-t-elle. Une vague de soulagement si immense submergea Carmen que ses jambes faillirent la lâcher. C'était l'infirmière Clara. Clara referma rapidement la porte et la verrouilla à nouveau de l'intérieur. Elle s'appuya contre elle, haletante. Sous la faible lumière qui filtrait sous la porte, son visage était pâle comme celui d'un fantôme. « Vous les avez vus, madame ?» demanda Clara, la voix tremblante. Carmen ne pouvait pas parler, elle ne put qu'acquiescer. Des larmes de rage et de trahison roulèrent enfin sur ses joues. « Avez-vous entendu leur conversation ?» insista Clara. Carmen hocha de nouveau la tête. « Tout » murmura-t-elle d'une voix rauque. « L'assurance, la fausse opération, le plan qu'ils ont pour moi demain. » Clara ferma les yeux un instant, comme si elle partageait sa douleur. « Mon Dieu, je m'en doutais. Mais l'entendre. »« Pourquoi ? Pourquoi m'aidez-vous » demanda Carmen, regardant la jeune infirmière. « Vous risquez tout.
Clara s'assit par terre à côté de Carmen et prit une profonde inspiration. Je soupçonne le docteur Moral depuis longtemps. Depuis que j'étais une jeune infirmière dans l'administration des blocs opératoires. Carmen écoutait, s'accrochant au bras de Clara comme si c'était le seul ancrage dans son monde fraîchement détruit. Ce n'est pas un médecin, dit Clara à voix basse, le regard perdu dans les casiers d'en face. C'est un boucher. Sa spécialité, ce sont les accidents sur la table d'opération. Il cherche des patients riches avec de grosses polices d'assurance ou des patients âgés sans famille. Il programme une chirurgie simple. Puis, pendant l'opération, il y a des complications. Une réaction fatale à l'anesthésie, une hémorragie inattendue, quelque chose qui ne peut jamais être prouvé comme une négligence médicale. Le patient meurt, continua Clara, la voix durcie, l'indemnité est versée, d'une manière ou d'une autre, le docteur Moral reçoit toujours un don généreux pour ses recherches quelques semaines plus tard. C'est un être méprisable. Mais comment sauviez-vous pour Ravière? Pour moi? Demanda Carmen. Ce soir, j'étais de garde à l'étage de chirurgie, expliqua Clara. J'ai vu l'opération d'urgence programmée au nom de Ravière. Le code était traumatisme abdominal fermé. Mais quelque chose clochait. Il n'y avait pas de données de soutien des urgences. Normalement, les données d'un patient des urgences entrent automatiquement. Celle-ci était vierge. C'était comme si ce patient était apparu de nulle part devant le bloc opératoire. Un frisson parcourut le dos de Carmen. Par curiosité, continua Clara, j'ai utilisé mon accès pour vérifier les registres du système. J'ai vu que le docteur Moral lui-même avait entré les données manuellement depuis son ordinateur, ce qui est très inhabituel pour un chirurgien aussi prestigieux. Alors j'ai fait quelque chose d'imprudent. Je connaissais le code d'accès à son bureau. Il y a 1 heure, pendant qu'il se préparait pour la chirurgie, je me suis faufilée à l'intérieur. Je devais savoir ce qu'il cachait. Les yeux de Clara brillèrent. Dans un tiroir fermé de son bureau, j'ai trouvé le vrai dossier. Au nom de Ravière. Ce n'était pas des données d'accident, c'était un rapport de bilan de santé complet datant d'il y a 2 jours. Le résultat, parfait, absolu état de santé. Bien sûr qu'il l'était, pensa amèrement Carmen. Et dans le même tiroir, la voix de Clara se fit encore plus basse, il y avait votre dossier, madame. Une copie de la nouvelle police d'assurance vie. Le montant était astronomique et à la fin, dans la section du médecin conseiller, figurait le nom du docteur Moral. Tout s'emboîtait, le faux accident, la fausse opération, et le plan pour une 2e opération mortelle pour Carmen. J'ai su que je n'avais pas beaucoup de temps, dit l'infirmière Clara. Je savais qu'ils vous appelleraient. Je ne savais pas quel était leur plan, mais je savais que vous ne deviez pas les rencontrer avant de connaître la vérité. J'ai couru dans le couloir en espérant pouvoir vous intercepter, et heureusement, j'ai réussi. Carmen serra la main de l'infirmière. Vous m'avez sauvé la vie, Clara. Pas encore, dit Clara sérieusement. Nous ne faisons que commencer. Ils savent que vous venez. Ils vous attendent. Que dois-je faire? Demanda Carmen, sentant la panique la reprendre. Je ne peux pas. Je ne peux pas jouer la comédie. Je ne peux pas regarder Ravière en face et faire semblant d'être triste. Vous devez le faire, dit Clara fermement. Vous devez jouer votre rôle, tout comme il joue le leur. En ce moment, ils ont dû transférer Ravière en salle de réveil, au bout de ce couloir. Ils vous appelleront d'un moment à l'autre. Vous devez faire semblant d'être anéanti, triste, soulagé qu'il ait survécu. Pleurez. Les instructions de Clara étaient rapides et précises. Quand ils vous présenteront les papiers pour l'opération de demain, vous devez refuser. Si je refuse, ils se douteront de quelque chose. Ne refusez pas catégoriquement. Dites que vous êtes sous le choc, que vous avez besoin de temps pour réfléchir, que vous devez d'abord appeler votre belle-mère. N'importe quelle excuse. L'important, c'est que vous ne signez rien ce soir. Nous avons besoin de temps. Du temps pourquoi? Demanda Carmen. Pour obtenir des preuves physiques, dit Clara. Nous ne pouvons pas fuir. Ils vous poursuivraient. Nous ne pouvons pas aller à la police avec juste notre histoire. Ils diront que vous êtes une femme hystérique.
Nous avons besoin de preuves irréfutables. Quelles preuves? Premièrement, le vrai rapport de santé de Ravière que j'ai vu dans le bureau du docteur Moral. Deuxièmement, le faux dossier de chirurgie de Ravière dans le système. Et troisièmement, les enregistrements des caméras de sécurité. Les yeux de Carmen s'écarquillèrent. Des caméras de sécurité? Oui, je suis sûre que Ravière n'est pas arrivé à cet hôpital en ambulance, dit Clara. Il est venu par ses propres moyens. Il a très probablement garé sa voiture dans le parking souterrain du personnel, qui est plus isolé. Si nous pouvons obtenir l'enregistrement des caméras de sécurité de cette nuit, le montrant entrer tranquillement dans l'hôpital, nous détruirons tout leur alibi d'accident. Le bureau du docteur Moral est au sous-sol, dit Carmen, son cerveau commençant à fonctionner. Exact. À côté de la salle des archives et de la salle des serveurs des caméras, confirma l'infirmière Clara. C'est son repère. L'infirmière Clara sortit une carte blanche de sa poche. C'est un passe-partout de rechange. Je l'ai pris à la réception tout à l'heure. Mais il y a un problème. Le couloir du sous-sol est surveillé par des caméras, et le docteur Moral les supervise souvent lui-même depuis son ordinateur. Carmen regarda la carte dans la main de Clara. Elle semblait peser une tonne. Je vais créer une diversion, dit Clara. Je vais déclencher l'alarme incendie d'un étage supérieur. Ça occupera tous les agents de sécurité. Et moi, demanda Carmen, le cœur battant à tout rompre. Vous devez descendre au sous-sol en douce, dit Clara, regardant Carmen droit dans les yeux. Entrez dans le bureau du docteur Moral et trouvez le vrai dossier de Ravière. Ensuite, allez dans la salle des serveurs. Récupérez les enregistrements des dernières heures. Si vous avez un câble de données, vous pouvez les transférer sur votre téléphone. Carmen tâta les poches de son pyjama. Elle avait son téléphone, mais pas de câble. Utilisez ça, dit Clara en détachant une petite clé USB du porte-clés de son uniforme. Branchez-la au serveur et copiez les données. Vite. Clara, je ne sais pas comment faire. Vous pouvez le faire, l'interrompit Clara. Vous devez le faire. C'est notre seule chance. Ensuite, on se retrouve à la sortie de secours du sous-sol. Nous sortirons d'ici ensemble. L'infirmière Clara venait de lui confier une mission impossible, descendre dans la gueule du loup et voler des preuves pendant que ses assassins se pavanaient à l'étage. Juste à ce moment, le téléphone dans la main de Carmen vibra. Le nom sur l'écran fit à nouveau bouillir son sang. Docteur Ricardo Moral. Ils ont commencé, murmura l'infirmière Clara, les yeux grands ouverts. Répondez. Jouez votre rôle. Faible, hystérique, soumise. Carmen prit une profonde inspiration, fit glisser son doigt sur l'écran pour répondre. Carmen prit une profonde inspiration. L'air vicié du vestiaire semblait lui oppresser les poumons. Dans sa main, le téléphone vibrait comme un serpent furieux. Le nom du docteur Ricardo Moral brillait sur l'écran. C'était sa scène. Il était temps de jouer. Répondez, murmura l'infirmière Clara. Souvenez-vous, faible, hystérique, soumise. Carmen fit glisser l'icône verte et porta le téléphone à son oreille. Elle convoqua toute la douleur et la trahison qu'elle venait de ressentir et les canalisa dans une voix pleine de peur, forçant un sanglot convaincant. Oui, docteur? Madame Carmen, Dieu merci. La voix du docteur Moral à l'autre bout du fil était si chaude, si affectueuse, si pleine de compassion que Carmen eut envie de vomir. Où êtes-vous? Nous vous attendions. Je dois vous parler. Je viens d'arriver. Ravière, mon mari. Comment va-t-il, docteur? Sanglota Carmen, jouant son rôle à la perfection. Il y eut une pause dramatique. C'est un homme fort, Madame Carmen. L'opération a été très difficile. Nous avons failli le perdre. L'hémorragie était très grave. Carmen ferma les yeux, imaginant Ravière sortant du bloc opératoire. Si en forme. Mon équipe et moi avons réussi à arrêter l'hémorragie. Il est encore très faible, mais il a surmonté le pire. Il est en salle de réveil, près de la zone chirurgicale du 4e étage. Oh, Dieu merci. Dieu merci, pleura de nouveau Carmen,
cette fois en feignant le soulagement. Vous pouvez le voir maintenant. Mais il y a une autre affaire que nous devons discuter immédiatement pour les prochaines étapes. Le ton du docteur Moral devint sérieux. Retrouvez-moi dans la salle de réveil 2. Oui, docteur. J'y vais tout de suite. Carmen raccrocha, regarda l'infirmière Clara avec un visage durci. C'est l'heure, dit Carmen. Souvenez-vous, dit Clara en attrapant Carmen par les épaules. Ils vous présenteront les papiers. Ne signez pas donner n'importe quelle excuse. Dites que vous êtes sous le choc, que vous devez appeler la famille, puis sortez de là. Je m'occupe de la diversion. Descendez au sous-sol par l'ascenseur de service au bout du couloir, près des escaliers de secours. Je vous attendrai à la sortie du sous-sol. Apportez les preuves. Carmen hocha la tête. Elle ouvrit silencieusement la porte du vestiaire. Le couloir était calme. Elle prit une autre profonde inspiration et sortit. Elle ne marchait plus comme la Carmen terrifiée. Elle marchait comme une prédatrice, mais à l'extérieur, comme une épouse dévastée. Elle traversa le couloir d'une démarche délibérément instable. Elle vit la porte marquée « Salle de réveil 2 ». Elle la poussa doucement. La pièce était plus sombre, éclairée seulement par la lueur des moniteurs à côté du lit. Et là, ils étaient, le docteur Moral debout près du lit avec un porte-bloc, la vipère Maria debout dans un coin avec une expression de fausse inquiétude sur le visage. Et dans le lit, gisait Ravière. Carmen faillit éclater d'un rire amer. Sa performance était impeccable. Le visage de Ravière était maquillé pour paraître pâle. Une perfusion intraveineuse, dont Carmen était sûre qu'elle ne contenait que du sérum physiologique, était connectée au dos de sa main. Un moniteur ECG à côté de lui émettait un « bip ». Bip. Bip, constant et convaincant. Les yeux de Ravière étaient fermés. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec une respiration contrôlée pour paraître faible. Ravière. Oh, mon chéri. Carmen courut au chevet du lit et se mit à sangloter de manière hystérique. Elle lui prit la main. Elle était chaude et forte. Ce n'était pas la main d'un homme qui venait de frôler la mort. Carmen dut utiliser toute sa volonté pour ne pas écraser les doigts de son mari. « Docteur, il est si pâle », dit Carmen en se tournant vers le docteur Moral, les yeux remplis de fausses larmes. Le docteur Moral lui tapota l'épaule. « Il a perdu beaucoup de sang, madame, mais il va se rétablir. Comme je vous l'ai dit, il est fort. Dieu merci. » Mais, dit le docteur Moral, le mot que Carmen attendait. Il y a un problème. Carmen leva le visage avec une expression de peur. Quel problème, docteur? Pendant que nous opérions pour arrêter l'hémorragie, expliqua patiemment le docteur Moral, comme s'il parlait à un enfant, nous avons trouvé quelque chose d'inattendu. Un caillot de sang assez gros près du foie. Ce n'est pas lié à l'accident, mais c'est extrêmement dangereux. Il pourrait éclater à tout moment. Carmen le regarda, les lèvres tremblantes. Vous voulez dire? Nous devons l'enlever immédiatement, dit le docteur Moral fermement. J'ai déjà programmé une deuxième chirurgie d'urgence pour demain à 9 heures. Une procédure de nettoyage. Dans le coin, Maria retint un sourire. Une autre opération, murmura Carmen. C'est pour sa sécurité. Mais... Le docteur Moral tourna une page sur son porte-bloc. La procédure est très risquée. C'est une zone délicate. Il y a un risque élevé de complications avec l'anesthésie et d'hémorragie interne. J'ai besoin de votre consentement. Le docteur Moral tendit le porte-bloc à Carmen. Dessus, une feuille intitulée « Consentement pour chirurgie à haut risque » et en dessous, une ligne blanche attendant sa signature. La signature de son propre arrêt de mort qui serait plus tard changé à son nom. Ou peut-être était-ce le consentement pour Ravière qu'ils utiliseraient ensuite comme prétexte pour l'opérer elle. Quoi qu'il en soit, c'était le piège. Soudain, les yeux de Ravière s'entr'ouvrirent légèrement. Carmen, murmura-t-il faiblement, comme un acteur de troisième zone. Signe, chérie. Je fais confiance au docteur Moral. Maria s'avança. Madame Carmen, Ravière a besoin de vous. S'il vous plaît, n'hésitez pas. C'est pour lui.
Les trois l'entourèrent. Trois loups attendant un agneau. Carmen regarda le stylo que lui tendait le docteur Moral. Elle regarda le visage faussement malade de Ravière. Elle regarda le sourire cynique de Maria. Carmen se mit à trembler violemment, cette fois à moitié pour de vrai. Je ne peux pas, Madame Carmen, c'est urgent, la pressa le docteur Moral, son sourire commençant à s'estomper. Je ne peux pas, cria Carmen en repoussant le porte-bloc. J'ai la tête qui tourne. J'ai la nausée. Une autre opération à haut risque. Je dois appeler ma belle-mère, la mère de Ravière. Je ne peux pas prendre cette décision seule. Elle fit semblant de s'étouffer dans un sanglot. J'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Avant que le docteur Moral ou Maria ne puissent réagir, Carmen sortit en courant de la pièce. Elle entendit le docteur Moral crier son nom. Madame Carmen, attendez. Mais Carmen ne s'arrêta pas. Elle courut dans le couloir, tourna un coin et passa devant le poste des infirmières. Elle n'alla pas aux toilettes les plus proches. Elle courut vers le bout du couloir, là où l'infirmière Clara le lui avait indiqué. Juste au moment où elle arrivait au dernier coin, une alarme incendie assourdissante retentit dans tout le bâtiment. Le son venait d'un étage supérieur. Les infirmières commencèrent à sortir des chambres, confuses. Un agent de sécurité courut vers les ascenseurs principaux, parlant dans sa radio. C'était la diversion de Clara. Au milieu du chaos, personne ne remarqua Carmen. Elle vit une porte métallique indiquant « Ascenseur de service, personnel seulement ». Elle passa la carte que Clara lui avait donnée. La porte s'ouvrit. Carmen entra dans la cabine métallique étroite qui sentait l'huile. Elle appuya sur le bouton « S » pour sous-sol. Les portes de l'ascenseur se refermèrent, étouffant le son chaotique de l'alarme. Seule dans l'ascenseur descendant, Carmen s'appuya contre le mur, le cœur battant à 1000 à l'heure. Elle avait remporté le premier round, mais maintenant, elle descendait dans la gueule du loup. L'ascenseur de service s'arrêta avec un léger « digne ». Les portes s'ouvrirent. La vue qui s'offrait à elle contrastait fortement avec l'étage chirurgical, propre et bien éclairé. Le sous-sol de l'hôpital était sombre, froid et sentait l'humidité. De gros tuyaux parcouraient le plafond bas, certains laissant goûter de l'eau sur le sol en béton fissuré. Le son de l'alarme incendie d'en haut n'était qu'un écho lointain et étouffé. Carmen sortit, la carte de Clara fermement serrée dans sa main. Elle était seule dans un silence sinistre. Elle suivit les panneaux à peine visibles sur les murs, archives, maintenance, salle des serveurs. Au bout du couloir, dans une zone un peu mieux éclairée, elle les vit. 2 portes, l'une à côté de l'autre. L'une disait « Dr Ricardo Moral, chef de chirurgie ». L'autre était une lourde porte métallique indiquant « Salle des serveurs, accès restreint ». C'était leur repère. Carmen décida d'aller d'abord au bureau du docteur Moral, pour le rapport médical de Ravière. Elle passa la carte. La lourde porte en bois s'ouvrit sans bruit. Elle se glissa à l'intérieur. Le bureau était étonnamment luxueux. Tapis épais, un énorme bureau en acajou et de hautes étagères. Ça sentait le café cher et le cuir. L'argent de la négligence médicale devait bien rapporter. Carmen se précipita vers le bureau. Les tiroirs étaient fermés à clé. Elle n'avait pas le temps de les forcer. Son regard se porta sur les étagères. Parmi les épais volumes de médecine, il y avait des rangées de classeurs. Elle lut les étiquettes. Agenda de recherche, patient. Elle sortit celui des patients. Il n'y était pas. Elle en sortit un autre. Projets spéciaux. Et à l'intérieur, elle le trouva. Un mince dossier sans étiquette. Elle l'ouvrit. Son cœur fit un bond. Il était là. Le rapport du bilan de santé de Ravière daté d'il y a 2 jours. En bas, un grand tampon rouge indiquait « Conditions physiques optimales ». À côté, il y avait un autre dossier plus épais. Carmen l'ouvrit. C'étaient des rapports financiers, une dernière mise en demeure d'une banque, une demande de faillite pour une dette de plusieurs millions d'euros au nom de l'entreprise de Ravière. Voilà les preuves physiques et le mobile.
Carmen sortit son téléphone. Ses mains tremblaient si fort qu'elle peinait à ouvrir l'appareil photo. Elle photographia chaque page, une par une. La page du bilan, celle du tampon, optimal, et celle des dettes bancaires. Fait. Elle remit les dossiers à leur place. Maintenant, les caméras. Elle sortit du bureau, refermant la porte sans bruit. Elle se dirigea vers la porte métallique de la salle des serveurs. Elle passa la carte. La porte s'ouvrit. Un souffle d'air froid et un fort bourdonnement l'accueillirent. La salle était remplie de racks de serveurs, avec des lumières vertes et jaunes clignotantes. Elle repéra une pile de moniteurs et d'enregistreurs vidéo dans un coin. Elle lut les étiquettes, hall, couloir 4, urgence, et enfin, parking souterrain, personnel. Bingo. Elle sortit la clé USB que Clara lui avait donnée et l'inséra dans un port USB de l'enregistreur. Une barre de progression apparut sur le petit écran du moniteur. Copie en cours. Le cœur de Carmen battait au rythme du pourcentage qui augmentait lentement. 10%. 20%. Elle voyait l'enregistrement en temps réel du parking. Il était désert. 30%. 40%. S'il te plaît, dépêche-toi. 50%. 60%. Soudain, elle entendit un bruit, pas dans la salle des serveurs, mais dehors, dans le couloir du sous-sol. Des pas. 2 personnes marchant rapidement. Le cœur de Carmen s'arrêta. L'alarme incendie avait dû être éteinte. Il la cherchait. 70%. 80%. Les pas se rapprochaient, ils s'arrêtèrent juste devant. Elle n'a pas pu aller bien loin, entendit-elle la voix nette du docteur Moral. Toi, vérifie mon bureau. Moi, je vérifie la salle des serveurs. Carmen paniqua. Elle regarda l'écran. 95%. 98%. La poignée de la porte de la salle des serveurs commença à tourner. 99%. Copie terminée. Carmen arracha la clé USB. Juste au moment où la porte de la salle des serveurs s'ouvrait, Carmen se retourna, son corps heurtant un rack de serveurs derrière elle. Sur le seuil se tenait le docteur Moral, les yeux brûlants de rage. Derrière lui, Maria souriait triomphalement. Vous me cherchiez, Carmen, se moqua Maria d'une voix douce mais mortelle. C'était un beau jeu, Madame Carmen, dit le docteur Moral en entrant dans la pièce. Il regarda l'enregistreur vidéo, puis la clé USB dans la main de Carmen. Se cacher dans le vestiaire, feindre une crise d'hystérie, courir au sous-sol. Vous pensiez vraiment que nous étions si stupides? Et l'infirmière Clara, murmura Carmen. Cette petite fouineuse, rit le docteur Moral. Nous nous sommes déjà occupés d'elle. Elle ne dérangera plus personne. L'estomac de Carmen se noua de terreur. Que avait-il fait à Clara? Vous vous croyez maline, hein, dit Maria, s'avançant et arrachant le téléphone à Carmen. Elle regarda la galerie de photos. Ah, nos preuves. C'est adorable. Elle supprima les photos une par une sous les yeux de Carmen. Ravière, l'argent, tout effacé. Mais j'ai ça, cria Carmen en levant la clé USB. L'enregistrement de Ravière entrant en marchant. Ça, vous ne pouvez pas l'effacer. Le docteur Moral sourit. C'était le sourire le plus froid que Carmen ait jamais vu. Vraiment? Regardez bien ce que vous avez copié. Carmen était confuse. Cet enregistrement que vous avez eu tant de mal à copier, expliqua le docteur Moral, comme s'il instruisait une étudiante, est une boucle de l'enregistrement de la nuit dernière, préparée spécialement pour quiconque viendrait fouiner. Carmen regarda la clé USB dans sa main. Elle semblait maintenant inutile. Et les dossiers de mon bureau, continua le docteur Moral. Ce rapport médical était une copie factice que nous avons placée là. Exprès, comme appât. Les originaux sont déjà détruits. C'était un piège. Toute sa fuite au sous-sol avait été un piège. Il l'avait laissé s'échapper de la salle de réveil. Exprès. Il l'avait conduite jusqu'ici. Bienvenue dans le piège, Madame Carmen, dit le docteur Moral. Maintenant, vous avez 2 options. Soit vous signez le consentement de bonne grâce.
Maria s'avança, sortant quelque chose de derrière son dos, une grosse seringue remplie d'un liquide transparent. Point soit nous vous le ferons signer, dit Maria. Et après ça, nous pourrons procéder à votre deuxième intervention. Ici même, tout de suite. La salle des serveurs, froide, se sentit soudain chaude et étouffante. Les murs de rack bourdonnants semblaient se refermer sur elle, la piégeant avec ses deux prédateurs. Les mots du docteur Moral l'avaient frappé comme un marteau. La clé USB était fausse. Les photos sur son téléphone avaient été effacées. L'infirmière Clara avait été neutralisée. Elle était seule. Chaque pas qu'elle avait cru être une manœuvre intelligente était en fait un chemin qu'ils avaient tracé pour elle. Elle avait dansé sur leur musique, et maintenant elle était arrivée à la fin de la chanson, droit dans la gueule du loup. Maria sourit. C'était un sourire de pure satisfaction. Elle fit tourner la grosse seringue dans sa main. Le liquide transparent à l'intérieur brillait sous les néons. Allez, Carmen, siffla Maria, choisis. Tu signes gentiment, ou on te fait faire une petite sieste d'abord? Le docteur Moral présenta de nouveau le porte-bloc. La ligne pour la signature semblait se moquer d'elle. Le temps de jouer est terminé, Madame Carmen. Nous avons un planning à respecter. L'esprit de Carmen travaillait à toute vitesse. La peur était là, une peur froide et paralysante, mais en dessous, la fureur qu'elle avait ressentie plus tôt dans le vestiaire se remit à brûler. Ce n'était plus une braise, mais un brasier qui consumait la peur. Il croyait avoir gagné. Il croyait qu'elle était l'épouse soumise et stupide. Il se trompait lourdement. Si les nouvelles preuves sont fausses, je vais devoir utiliser les anciennes. Carmen leva les mains, feignant de trembler. Elle regarda le docteur Moral avec des yeux suppliants. D'accord, d'accord. J'ai perdu. Vous avez gagné. Le docteur Moral sourit légèrement. Un choix judicieux. Je signerai, dit Carmen d'une voix rauque. Mais s'il vous plaît, laissez-moi passer un rapide appel à ma belle-mère. Je veux juste entendre sa voix une dernière fois. Maria renifla. Oh, quel drama queen. Le docteur Moral sembla y réfléchir un instant. Pas d'appel. Signez maintenant. Il s'impatientait. Au moins, rendez-moi mon téléphone, alors, dit Carmen en désignant son téléphone dans la main de Maria. Les contacts de ma famille sont dedans. Je veux juste voir une photo de ma mère. Maria leva les yeux au ciel, mais regarda le docteur Moral, qui hocha légèrement la tête. Donne-le lui. De toute façon, elle ne peut appeler personne depuis ce sous-sol. Nous avons bloqué tous les signaux. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Ils avaient tout prévu. Maria jeta le téléphone aux pieds de Carmen. Tiens. Carmen se baissa lentement, chaque mouvement calculé pour paraître vaincue et brisée. Elle ramassa le téléphone. Ses mains tremblaient, mais cette fois, elle les contrôlait. Son cœur battait la chamade, non par peur, mais par adrénaline. Elle tint le téléphone, regardant l'écran sombre. Merci, murmura-t-elle. Elle se redressa, et en un instant, tout son comportement changea. Son dos, autrefois voûté, était maintenant droit. Ses yeux suppliants étaient maintenant un regard dur et froid. Son visage, autrefois pâle, était maintenant tendu. Le docteur Moral et Maria sentirent le changement. Leurs sourires vacillèrent légèrement. Vous avez raison, dit Carmen d'une voix plate et froide. C'était un beau jeu, un bel appât. Mais vous vous êtes trompé sur une chose. Et qu'est-ce que c'est, se moqua Maria. Vous avez cru que j'ai découvert la pourriture de mon mari ce soir, dit Carmen. Mais ça fait des mois que je sens cette saleté. Elle déverrouilla son téléphone. Maria avait effacé les photos de la galerie, mais Maria ne savait pas comment trouver un dossier audio caché. Avant de signer, dit Carmen, j'aimerais que vous écoutiez ça. Prenez-le comme une berceuse. Elle appuya sur le bouton de lecture. Pendant une seconde, rien ne se passa. Puis une voix remplit la salle des serveurs. La voix de Ravière, claire et nette. Point non, je me fiche de ta gratitude. Assure-toi juste que les honoraires de consultation sont sur le compte suisse d'ici la fin du mois. 2 millions.
Nettoie-les. Je ne veux pas savoir comment. Assure-toi juste que... L'enregistrement datait de 3 mois. Un appel entre Javier et un associé. Javier organisait des pots de vin et du blanchiment d'argent pour son dernier projet de construction. Carmen l'avait enregistré en secret alors qu'ils discutaient dans son bureau à la maison, pensant qu'elle pourrait l'utiliser comme arme dans un futur divorce. Jamais elle n'aurait imaginé l'utiliser pour sauver sa vie. Le docteur Moral et Maria se figèrent. Leurs visages devinrent blêmes. Ça, balbutia le docteur Moral, ça n'a rien à voir avec ça. Oh, bien sûr que si, docteur, dit Carmen en s'avançant. Ça prouve le caractère de mon mari, ça prouve que c'est un criminel. Et cet enregistrement, combiné à mon témoignage, poussera la police à enquêter sur toutes ses affaires, y compris ses affaires d'assurance avec vous. Tu ne sortiras pas vivante de cette pièce, siffla Maria en levant la seringue. Probablement pas, dit Carmen, le regard défiant. Mais ce téléphone, elle leva le téléphone bien haut, enregistre toute notre conversation dans cette pièce depuis le moment où vous êtes entré. C'était un bluff, le signal était vraiment coupé, elle ne pouvait rien transmettre, mais il ne le savait pas, et cet enregistrement, continua Carmen en élevant la voix, est connecté au cloud. Si mon cœur s'arrête, ou si je n'entre pas un mot de passe dans les 5 prochaines minutes, cet enregistrement, l'enregistrement de votre confession, de vos menaces, ainsi que l'enregistrement du blanchiment d'argent de Javier sera automatiquement envoyé à mon avocat, au rédacteur en chef du journal national, et à ma belle-mère. Les yeux du docteur Moral s'écarquillèrent de terreur. Le bluff avait fonctionné. Il y avait cru. Arrêtez-la! Cria le docteur Moral, paniqué. Maria, injecte-la, maintenant! Maria sortit de sa torpeur, poussa un cri et se jeta sur Carmen, la seringue pointée comme une dague. Carmen recula, heurtant les racks froids des serveurs. Il n'y avait nulle part où fuir. Elle leva les mains pour se protéger le visage, se préparant à la piqûre de l'aiguille. Halte! Une nouvelle voix résonna dans l'espace souterrain. Une voix pleine de fureur et d'autorité. La porte de la salle des serveurs que le docteur Moral avait fermée s'ouvrit violemment. Sur le seuil se tenait Javier. Il portait toujours son faux uniforme de bloc opératoire. Son visage était rouge de colère. Ses yeux brûlaient. Il n'avait pas l'air d'un patient faible. Il ressemblait à un roi qui venait de découvrir que ses subordonnés l'avaient trahi. « Que diable faites-vous ici » rugit Javier, sa voix résonnant. Le plan, c'était la salle de réveil, pas le sous-sol. Il s'arrêta net, comprenant la scène qui se déroulait devant lui. Un docteur Moral paniqué, une Maria figée avec une seringue à la main, et Carmen, debout, droite, devant un serveur, tenant son téléphone comme une arme. Javier regarda Carmen, et la fureur sur son visage se transforma lentement en surprise, puis en un masque froid de haine. Il comprit enfin. Sa femme savait tout. Impasse. 4 personnes dans la salle des serveurs bourdonnantes. Les 3 prédateurs se regardaient maintenant avec méfiance. Leur proie était au centre, tenant la carte la plus importante. Javier entra. Ses yeux ne quittèrent jamais Carmen. Alors, dit-il d'une voix basse et dangereuse, tu savais. Je savais tout, Javier, répliqua Carmen, sa voix tout aussi froide. La fausse opération. L'assurance. Ton plan pour me tuer demain sur la table d'opération. Javier se tourna brusquement vers le docteur Moral. Tu avais dit qu'elle ne saurait pas. Tu avais dit que tu t'étais occupé de l'infirmière Clara. Elle nous a tendu un piège, balbutia le docteur Moral en désignant Carmen. Elle a feint la crise d'hystérie. Et elle a un enregistrement. Un vieil enregistrement de toi sur tes affaires. Le visage de Javier se durcit. Quel enregistrement? Rejoue-le, Carmen, se dit-elle mentalement. Elle devait les monter les uns contre les autres. Carmen appuya de nouveau sur le bouton de lecture. La voix de Javier, ordonnant le blanchiment de 2 millions d'euros, remplit à nouveau la pièce. Javier ferma les yeux. Il connaissait cet enregistrement. Il savait exactement quand il avait eu lieu, mais il n'avait aucune idée que Carmen l'avait enregistré. Toi, siffla Javier en regardant Carmen. Alors c'était ça ton plan.
Me piéger avec ça. Ce n'est que le début, dit Carmen. Elle devait continuer à pousser. Ça ne fait que prouver ton caractère. Mais ça, elle leva de nouveau le téléphone, c'est la preuve de vos crimes de ce soir. Que veux-tu dire, demanda Ravière. Ce téléphone, répéta Carmen son bluff, a enregistré chaque mot dans cette pièce. La confession du docteur Moral sur le fait de s'être occupé de Clara, les menaces de Maria de m'injecter. Et maintenant, te voilà, confirmant le plan. Maria et le docteur Moral reculèrent d'un pas, mais Ravière se mit à rire, un rire sec et terrible. Tu me prends pour un idiot, Carmen? C'est un sous-sol. Pas de réseau, pas de cloud, pas d'avocat. Rien n'a été envoyé. Ravière s'approcha. Quoi qu'il y ait sur ce téléphone, ça sera détruit ici, avec toi. Le cœur de Carmen se serra. Elle savait que son bluff avait échoué. Ravière la connaissait trop bien. Donne-moi ce téléphone, ordonna Ravière en tendant la main. Non, murmura Carmen. Donne-le-moi. Ravière se jeta sur elle. Il fut plus rapide que Carmen ne l'avait prévu. Sa main se referma sur son poignet, le tordant brutalement. Carmen cria de douleur. Le téléphone lui échappa des mains, glissant sur le sol en béton. L'écran se fissura. Ravière sourit, levant le pied pour l'écraser. Le jeu est terminé, chérie. Trop tard. Une nouvelle voix, forte et assurée, vint de la porte. Tous se retournèrent. Sur le seuil se tenait l'infirmière Clara. Elle était indemne. Elle n'avait pas été neutralisée. Elle se tenait droite, le visage rempli d'une juste indignation, et elle n'était pas seule. Derrière elle se tenaient 2 agents de sécurité costauds de l'hôpital, le visage sévère. Les yeux de Ravière s'écarquillèrent. Le docteur Moral trébucha en arrière. Non. Impossible. Vous pensiez vraiment que j'étais si stupide, docteur, dit Clara en entrant dans la pièce. Vous pensiez que j'enverrais Madame Carmen seule dans votre repère? Quoi? De quoi parles-tu, balbutia le docteur Moral. L'alarme incendie de tout à l'heure, expliqua Clara, n'était pas une diversion pour les gardes, c'était une diversion pour vous. Pendant que vous étiez occupés à poursuivre Carmen, ces messieurs et moi, elle désigna les gardes, sommes allés à la salle de contrôle centrale. Nous avons désactivé la fausse boucle de ce serveur. Nous avons pris le contrôle. Clara pointa une caméra de sécurité dans le coin du plafond de la salle des serveurs. Sa petite lumière rouge clignotait. Elle a enregistré chaque mot que vous avez prononcé dans cette pièce, dit Clara. Chaque menace, chaque confession a été enregistrée en temps réel par le chef de la sécurité de l'hôpital. Ravière, le docteur Moral et Maria regardèrent avec horreur cette caméra. Ils étaient piégés, complètement piégés. Et cette clé USB, ajouta Carmen en désignant la clé toujours sur la table de l'enregistreur. C'était le vrai appât. Un appât pour vous occuper. Carmen regarda Ravière. Pendant que vous me poursuiviez, Clara a copié le véritable enregistrement de ton arrivée. Toi, entrant tranquillement par le hall du personnel, en riant avec Maria. Nous avons tout, en sécurité. Silence. Le bourdonnement des serveurs était le seul son. Le visage de Ravière était livide. Son plan parfait s'était effondré. Le docteur Moral fut le premier à craquer. Il savait que sa carrière, sa vie, était terminée. Ses yeux cherchèrent frénétiquement autour de lui. Il vit la seringue que Maria avait laissée tomber quand Ravière était entrée. Avec un rugissement désespéré, le docteur Moral se jeta dessus. Vous ne m'aurez pas. Il n'attaqua pas Carmen, il attaqua la seule personne avec les preuves techniques, l'infirmière Clara. Clara, attention, cria Carmen, mais Clara ne bougea pas. Elle l'avait anticipé. Alors que le docteur Moral se jetait sur elle, Clara ne recula pas. Elle fit un pas en avant, sortant sa propre seringue de la poche de son uniforme. Beaucoup plus petite, mais tout aussi létale. Ça, dit Clara calmement, juste au moment où le docteur Moral entrait dans son champ d'action, plantant la seringue directement dans la cuisse épaisse du docteur, c'est un sédatif puissant, dose maximale. Vous connaissez les effets, n'est-ce pas, docteur?
Le docteur Moral s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Il regarda la seringue plantée dans sa cuisse. Il essaya de l'arracher, mais ses mains se mirent à trembler. Ses jambes fléchirent. Toi! Il s'effondra sur le sol comme un sac de pommes de terre. Ses yeux se révulsèrent, il était inconscient. Maria cria hystériquement en voyant son complice tomber. Elle perdit complètement son sang-froid. Elle n'attaqua pas. Elle se retourna et essaya de se frayer un chemin à travers les agents de sécurité pour s'enfuir. Mais le second garde la saisit facilement par le bras et lui passa les menottes. Il ne restait que Ravière. Il se tenait là, regardant, hébété, le docteur Moral effondré, Maria en sanglots, et Carmen, qui le fixait de ses yeux intrépides. Une fureur aveugle s'empara de lui. S'il tombait, il emmènerait Carmen avec lui. Tout ça, c'est de ta faute, rugit-il. Il oublia les gardes, il oublia la caméra. Ses yeux ne voyaient que Carmen. Ravière se lança vers elle, ses mains prêtes à étrangler sa femme. La pièce éclata dans un chaos. Le cri furieux de Ravière, « Tout ça, c'est de ta faute », résonna au milieu du bourdonnement des serveurs. Ses yeux étaient injectés de sang, ses pupilles dilatées par l'adrénaline et la haine pure. Il ne voyait plus les agents de sécurité, ne se souciait plus de la caméra qui enregistrait. Sa seule cible était Carmen. Il se jeta en avant. Le premier agent de sécurité, qui ne tenait pas Maria, réagit rapidement. « Monsieur, ne bougez pas », cria-t-il, s'interposant pour bloquer Ravière. Mais Ravière, animé par le désespoir d'un homme qui a tout perdu, avait une force inattendue. Il percuta de l'épaule la poitrine du garde, faisant chanceler l'homme. Le second garde ne pouvait pas lâcher Maria qui se débattait. En une fraction de seconde, Ravière avait franchi la défense. Il atteignit Carmen, tendant les mains. Il ne lui saisit pas le cou. Il attrapa brutalement le col de ses vêtements, tirant avec force. La tête de Carmen fut secouée en avant et elle poussa un gémissement de douleur. L'autre main de Ravière griffa son épaule, ses ongles déchirant le tissu de son pyjama. « Je vais te tuer », gronda-t-il, le visage à quelques centimètres de celui de Carmen. Mais Carmen n'était plus la même femme qu'il y a 3 heures. La peur paralysante avait disparu, remplacée par un instinct primaire de survie. Quand Ravière tira sur elle, Carmen ne se laissa pas entraîner passivement. Elle leva le genou de toutes ses forces, frappant Ravière à la cuisse. Il grogna de douleur, mais ne la lâcha pas. Au contraire, il devint encore plus furieux. Il se mit à la secouer brutalement. « Lâche-la », cria Clara en courant pour aider. C'est alors que le premier agent de sécurité se reprit. Il vit Ravière attaquer Carmen. Il ne donna plus d'avertissement. Il se jeta sur lui par derrière, encerclant la poitrine de Ravière de ses bras énormes dans une puissante prise de l'ours. « Vous êtes en état d'arrestation. » En état d'arrestation. Le corps de Ravière fut soulevé du sol, mais sa prise sur les vêtements de Carmen ne céda pas. Carmen fut entraînée avec lui, manquant de s'étouffer. « Lâche! Lâche !» cria Carmen, déchirant ses propres vêtements pour tenter de se libérer de l'emprise de Ravière. Ravière dirigea maintenant sa fureur contre le garde qui le tenait. Il se débattit, donna des coups de pied et des coups de coude en arrière. « Lâche-moi, salaud! Elle est à moi! » « Calmez-vous, ne résistez pas », ordonna le garde, essayant de mettre Ravière au sol. Mais Ravière était trop sauvage. Il se tordit de toutes ses forces, essayant de se libérer de la prise. C'était un mouvement désespéré, violent et imprudent. La torsion brutale réussit à briser l'emprise du garde, mais elle déséquilibra également Ravière lui-même. Il trébucha en arrière. Son pied gauche se prit dans la jambe du docteur Moral inconscient qui gisait au sol. Carmen, Clara et les 2 agents de sécurité virent tout se dérouler dans un horrible ralenti. Ravière tomba en arrière. Il ne tomba pas sur le sol lisse. Il tomba directement vers le rack du serveur principal. Un solide cadre en métal noir rempli de matériel lourd. Son dos heurta d'abord le rack, mais l'élan de sa chute était trop fort. Sa tête fut projetée en arrière. Sa nuque et la base de son crâne heurtèrent le bord tranchant en acier du cadre du serveur. Le son ne fut pas fort.
Ce ne fut pas tant un coup qu'un craquement sec, un horrible craquement comme celui d'une branche sèche qui se brise. Silence. Tout son dans la pièce cessa. Maria arrêta de crier. Les gardes se figèrent. Le bourdonnement constant des serveurs parut soudain assourdissant. Javier ne glissa pas au sol. Il resta suspendu dans une étrange position assise, le dos appuyé contre le rack, la tête pendant sur le côté à un angle contre nature. Ses yeux étaient ouverts, fixant droit devant lui, fixant Carmen. Mais le regard était différent. La fureur ardente s'était éteinte. Ce qui restait, c'était un choc et une confusion pure. Javier, murmura Carmen en s'avançant. Le garde qui l'avait tenu s'approcha maintenant avec précaution. Monsieur Javier. Une ambulance. Une ambulance au sous-sol, cria-t-il à son collègue. Javier ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit, juste un sifflement superficiel. Il essaya de lever une main. Elle ne bougea pas. Il essaya de bouger ses jambes. Elles restèrent immobiles. Une terreur pure et absolue, un type de terreur différent de la rage, remplissait maintenant ses yeux. Il regarda Carmen, essaya de parler à nouveau. Sa voix était un murmure rauque. Je ne peux pas bouger. Mes jambes, murmura-t-il de nouveau. Mes mains. Non. Je ne sens rien. Carmen regarda son mari, l'homme qui avait tenté de la tuer quelques secondes auparavant, l'homme qui avait planifié sa mort sur une table d'opération. L'homme qui avait fait semblant d'être paralysé. Maintenant, il était réellement paralysé. Mon Dieu, murmura Clara en se couvrant la bouche. Carmen ne ressentit rien. Ni compassion, ni satisfaction. Juste un vide froid. Elle regarda dans les yeux de cet homme, maintenant rempli de larmes de terreur authentique. L'ironie était trop cruelle, trop rapide, trop parfaite. Le karma était arrivé, pas dans un tribunal, pas dans une cellule, mais ici même. Dans la salle froide des serveurs, au milieu de son propre plan diabolique. Javier était piégé, vraiment piégé. Non pas derrière les barreaux d'une prison, mais dans la prison de son propre corps. Ne le touchez pas, cria l'agent de sécurité en voyant Carmen s'approcher. Ne touchez pas son cou. Laissez l'équipe médicale s'en occuper. Carmen s'arrêta. Elle resta là, à regarder son mari désormais impuissant. L'homme en bonne santé était devenu un vrai patient, bien plus grave qu'il n'avait jamais prétendu l'être. Les portes de la salle des serveurs s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, c'était le vrai chef de la sécurité, suivi de 2 policiers en uniforme qu'il avait appelés dès qu'il avait vu les images en direct de la salle. Ils s'arrêtèrent sur le seuil, contemplant la scène. Maria, menottée et en pleurs, le docteur Moral, inconscient au sol, Javier, paralysé contre un rack de serveurs, et Carmen, debout au milieu des ruines de sa vie, les vêtements déchirés mais la tête haute. Le jeu était terminé. L'aube arriva lentement. Les premiers rayons de soleil filtrèrent à travers les hautes fenêtres du hall de l'hôpital, mais la lumière semblait étrange et lointaine à Carmen. Elle était assise dans une salle de repos tranquille du personnel, enveloppée dans une épaisse couverture d'hôpital. L'infirmière Clara était assise à côté d'elle, tenant une tasse de thé chaud qu'une autre infirmière leur avait apportée. Aucune des deux ne parlait. Elles avaient tout raconté, encore et encore, au chef de la sécurité, à la police. La salle des serveurs était devenue une scène de crime. Le docteur Moral, dès qu'il a repris connaissance, a été menotté à un lit. Maria a été emmenée dans une voiture de police avant l'aube, ses cris hystériques résonnant sur le parking vide. Et Javier. L'équipe médicale est arrivée avec une extrême précaution. Ils lui ont mis une minerve, l'ont transféré sur une planche spinale et l'ont emmené aux urgences, puis à l'IRM et, finalement, à l'unité de soins intensifs de traumatologie. Le diagnostic est tombé au lever du soleil, fracture éclatement de la 4e vertèbre. La moelle épinière était sectionnée. Il était tétraplégique, complètement paralysé du cou aux pieds. Il pouvait respirer seul, mais avec difficulté. Il pouvait bouger les yeux et quelques muscles du visage. Mais c'était tout. Pour toujours. Les jours suivants furent un brouillard pour Carmen. Elle est restée chez ses parents,
refusant de parler à qui que ce soit, sauf à son avocate. La nouvelle a éclaté. Le scandale du « bloc opératoire rouge » de l'hôpital central. Les photos du docteur Moral, de Maria et de Javier étaient sur tous les portails d'information. La justice fut rapide et implacable. L'enregistrement vidéo et audio de la salle des serveurs était une preuve irréfutable. Le docteur Moral a fait face au plus grand nombre de chefs d'accusation, complot en vue de commettre un meurtre, faute professionnelle grave, fraude à l'assurance et agression. Le témoignage de Clara a ouvert la boîte de Pandore d'années d'autres cas suspects de complications chirurgicales. Il a été condamné à la prison à vie, déchu de sa licence médicale et est mort dans l'ignominie. Maria, en tant que complice, a également été reconnue coupable de complot en vue de commettre un meurtre. Son beau visage en larmes au tribunal n'a pas ému le juge. Elle a reçu une peine de 20 ans de prison. Clara a été saluée comme une héroïne. Après que l'hôpital a entièrement renouvelé son conseil d'administration, on lui a offert un nouveau poste, superviseur en chef de l'éthique et de la conformité des patients. Elle a accepté, déterminée à s'assurer que personne comme le docteur Moral ne pourrait plus jamais opérer. Et Carmen. Elle a demandé le divorce le jour même où Javier a été transféré de l'USI. Elle a joint les preuves de la tentative de meurtre et l'ancien enregistrement audio sur le blanchiment d'argent. Le tribunal lui a accordé le divorce immédiatement, en l'absence du défendeur. Tous les actifs ont été gelés. La police d'assurance vie a été déclarée nulle et non avenue. La dette de plusieurs millions d'euros que Javier avait créée est restée sa responsabilité, ou plutôt celle de l'administrateur désigné par l'État pour gérer ses biens saisis. Carmen était libre, financièrement, légalement et émotionnellement. Un mois plus tard, Carmen a décidé qu'elle devait clore ce chapitre pour de bon. Elle a rendu une visite à Javier. Ce serait la dernière. Il n'était plus dans un hôpital de luxe. Il était dans un centre de soins de longue durée, géré par l'État pour les détenus ayant des besoins médicaux spéciaux. Sa chambre était petite et sentait l'antiseptique et le désespoir. Il était allongé dans un lit spécialisé, la tête immobilisée par des supports. Seuls ses yeux bougeaient, fixant le plafond. Une infirmière changeait sa poche à urine quand Carmen est entrée. Les yeux de Javier se sont déplacés brusquement vers la porte. Il l'a vue. Carmen portait une simple robe bleu clair. Elle avait l'air calme et en bonne santé. Les yeux de Javier se sont plissés. Une haine pure et impuissante brûlait en eux. Il a essayé de parler. Un gargouillis est sorti de sa gorge. Il la détestait, il la blâmait pour tout. Carmen s'est approchée lentement du chevet de son lit. Elle est restée silencieuse un instant, regardant l'homme qu'elle avait autrefois aimé, l'homme qui l'avait trahi de la manière la plus vile. Elle ne ressentait ni compassion, ni colère. Elle ne ressentait que la faim. « Je suis venue te dire une chose », dit Carmen à voix basse. Sa voix était calme et claire dans la pièce silencieuse. Javier la fixait, les yeux injectés de sang. « Tu voulais me mettre sur une table d'opération, n'est-ce pas ?» continua Carmen. « Tu voulais que je sois sans défense, dépendante des machines, pour que tu puisses commencer une nouvelle vie. » Javier renifla de nouveau, plus fort. « Maintenant, » dit Carmen en se penchant un peu plus près, « c'est toi qui es coincé dans un lit. C'est toi qui dépends des autres pour tout, pour toujours. N'est-ce pas ironique ?» Carmen se redressa. « Profite du reste de ta vie, Javier. » Elle a tourné les talons et est sortie de la chambre. Elle a descendu le couloir, a dépassé les gardes et est sortie par la porte principale du centre. Dehors, le soleil brillait de tous ses feux. L'air du matin était frais. Carmen a pris une profonde inspiration, sentant la chaleur du soleil sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. Elle a descendu les marches et s'est dirigée vers sa voiture, vers le reste de sa nouvelle vie.